Alors, je disais près d'une centaine d'inscrits. Moi, je m'appelle, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Fabrice Menlo. Je suis un passionné du métier des achats et j'organise depuis quelques années sur ce blog apprendrelesachats.fr et la chaîne YouTube un certain nombre de rencontres autour du métier. Alors, voilà, sur des thèmes divers et variés. Et puis, il y a quelques temps de cela, ça fait maintenant quelques mois, de plus en plus, je suis sollicité par un certain nombre d'acheteurs, qui sont plutôt les personnes avec qui j'échange régulièrement, qui me questionnent sur ce métier de consultant achat. Et on verra notamment aujourd'hui que derrière ce vocable de consultant, on a beaucoup de, on va dire, voilà, plusieurs manières de faire le métier. Qui m'interroge sur le métier, comment on devient consultant, etc., etc. Et qu'est-ce que ça veut dire être consultant? Donc j'ai décidé plusieurs choses. Premièrement, j'ai décidé de monter une formation, on y reviendra, parce que je vous en parlerai en fin de webinaire, sur ce thème, comment devenir consultant achat indépendant. Donc l'idée, c'est de créer son activité en autonomie, on verra un petit peu ce qu'on met derrière. Et puis, j'ai également décidé, parce que au-delà de ce que je peux penser, voir, constater, observer, etc., vous êtes nombreux à me suivre et qui sont déjà dans cette posture de consultant. Donc, du coup, j'ai décidé de vous donner la parole. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour que vous puissiez nous expliquer un peu, voilà, c'est quoi, essayer de répondre aussi aux questions. Alors, je suis parti très vite sur le thème de la journée. Avant de les appeler à me rejoindre, quelques petits mots sur ce webinaire. Premièrement, ce webinaire est enregistré et donc du coup, il y aura un replay. Donc si vous deviez nous quitter un peu avant la fin, ça serait dommage, mais vous pourrez avoir à la fin du webinaire l'enregistrement complet que j'enverrai, je pense, dans quelques jours. Je vais diffuser, je pense, mardi, le premier qui a déjà eu lieu fin octobre. Deuxièmement, l'objectif, oui, je vais l'envoyer, Margot, promis. Bon, allez, je vous parle de moi. Du coup, je devais le faire ce matin, mais je suis en train de travailler sur un grand projet photo. Vous savez que j'aime bien les achats et la photo, et ça me prend pas mal de temps. J'ai un shooting ce soir et j'étais pas prêt. Et du coup, c'est un concert, donc je peux pas me louper. Donc, du coup, j'ai dit, allez, le webinaire, je le préparerai ce week-end. Donc, le replay, vous l'aurez mardi. Donc, du coup, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'objectif, c'est qu'on soit aussi le plus interactif possible. Ce n'est pas une conférence qu'on va vous partager ou une formation. L'idée, c'est qu'on va être dans la vraie vie des consultants achats. Et donc, vous avez la possibilité de leur poser des questions. Et donc, tout type de questions. Donc, vous avez en bas de votre écran un onglet questions. Et je vous encourage à l'utiliser parce que quelquefois, vous réagissez beaucoup dans le chat, mais il y a beaucoup d'infos. Moi, je n'ai pas le temps, quand j'anime, d'aller voir ce qui se passe dans le chat, alors que les questions, je suis notifié quand il y a une nouvelle question. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et promis, on essaiera, comme on l'a fait la semaine dernière, de prendre le plus possible de questions pour répondre peut-être aux problématiques que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas, ils sont là. Alors, donc, comme je vous le disais, série de 3 webinaires. Le premier, la semaine dernière, avec Karine et Sarah, on a parlé de comment on passe à l'acte, comment on passe d'un statut de salarié à un statut d'entrepreneur, de consultant achat indépendant. Donc, je vous mettrai à partir de mardi, vous pourrez aller voir cette vidéo. Il y a plein de choses intéressantes qu'elles nous ont partagées entre ce qu'elles avaient beaucoup préparé et puis un peu moins préparé et puis un peu découvert pour le coup. Cette semaine, on va un peu plus se focaliser avec les personnes qui ont bien voulu partager leur temps avec nous sur la dimension un peu business. C'est-à-dire que, ça y est, on est parti. La question essentielle qui va vous tarauder, c'est comment on va trouver nos clients. Voilà, comment on trouve nos clients, comment on prospecte, comment on s'installe dans ce business, comment on se rend visible pour trouver les clients. C'est ces questions-là que j'ai envie de leur poser. Et donc, du coup, c'est le moment où je vais aller les inviter à me rejoindre. Alors, tac, c'est mon petit moment où il faut que j'aille les retrouver dans la liste et je vais les inviter à monter sur scène avec moi. Allez, on est parti. Romain qui va nous rejoindre, Romain Delalin. Frangis qui est là aussi. On envoie le petit lien. On va continuer. Pour l'instant, c'est les 2 premiers. Je ne retrouve pas mes 2 autres invités. Et on va démarrer avec Frangis et avec
Romain. Bonjour Romain, est-ce que tu nous entends bien? Bonjour Fabrice, je vous entends parfaitement. Et bonjour Allez, à toutes et à super. tous. Top, top. Et puis, il y a Frangis également qui va nous rejoindre. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse venir un peu vous écouter, vous questionner. Hein. Donc, du coup, il y a pas mal de questions qui nous avaient été posées la semaine dernière. On verra un petit peu ce qu'il en est pour aujourd'hui. Je refais un petit tour dans ma liste pour m'assurer que j'ai oublié personne. Tac, 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 tac. Non, je vois que Frangis a un peu de mal à se connecter. Bon, j'espère qu'il va y arriver. Ça y est, ça marche. Hello Frangis, comment ça va? Ah, ça marche pas le micro. Il faut connecter le micro. Voilà, mais déjà, on te voit. Alors, ce que je vais vous proposer, le temps que Frangis connecte le micro, c'est dans un premier temps, on va un peu, je vais vous laisser vous présenter pour que vous puissiez un petit peu nous dire un peu quel est votre parcours, comment, voilà, ce que vous avez fait un peu dans l'univers achat, et puis maintenant, quelle est votre situation dans l'univers du conseil. Ensuite, on parlera de votre activité, hein, comment aujourd'hui, donc vous nous expliquerez un petit peu ce que vous faites en tant que consultant, quel est votre terrain de jeu, puisque vous avez vu la semaine dernière qu'il y a plusieurs manières d'opérer le métier, depuis les consultants plutôt en transformation en organisation, des consultants qui sont plus opérationnels, certains qui peuvent être en délégation, d'autres qui peuvent être en management de transition, hein, tout ça c'est des profils et des activités un petit peu différentes, donc ce sera intéressant que vous nous expliquiez un peu comment vous fonctionnez. Et puis ensuite, on essaiera un petit peu d'identifier des éléments qui vont nous intéresser sous l'angle de la prospection et du commerce. Hein, c'est un enjeu majeur, je le dis souvent. On peut être un super acheteur, et vous êtes nombreux autour de la table, et pour autant, ça ne marche pas, parce que quand on est consultant, il y a une dimension qui est clé, c'est la dimension du commerce. Et les super acheteurs, c'est quand même des acheteurs, hein, ce n'est pas des vendeurs, c'est des choses un peu différentes, même si je sais que vous aimez bien dire que si on achète bien, on vend bien, non, c'est pas tout à fait pareil. Donc du coup, j'aimerais bien que vous me parliez de ça, et puis on terminera ce webinaire avec un troisième temps sur un petit peu, peut-être les conseils ou ce que vous avez le plus appris ces derniers temps, que vous pourriez partager avec ceux qui nous écoutent, en fonction aussi des questions qu'ils vont nous poser. Je vois que vous êtes encore nombreux en train de vous connecter, donc je rappelle, voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, à leur poser des questions. Je voulais m'assurer. Voilà, il y a l'onglet questions qui est à disposition, et du coup, vous pouvez l'utiliser. Allez, on va démarrer. Frangis, est-ce que le micro fonctionne? Je le teste. Voilà, c'est bon, il suffit de le dire alors. Génial. Romain, on va démarrer avec toi. L'idée, c'est voilà, quelle est un peu l'histoire de Romain, un petit peu dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu as fait, et notamment dans l'univers achat, et puis depuis combien de temps tu es consultant? Yes, alors moi je suis un pur produit achat, hein. Toute ma carrière dans les achats, ça fait un peu plus d'une douzaine d'années maintenant. J'ai fait du direct, de l'indirect, j'ai fait plusieurs secteurs, j'ai fait de l'entertainment, du retail, du conseil, de l'industrie, sur plusieurs fonctions, que ce soit acheteur, hein, apprenti, acheteur junior, acheteur, team leader, directeur achat. Donc j'ai vraiment vu un petit peu toutes les différentes fonctions qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et j'ai démarré du coup ma carrière de freelance depuis le début de cette année. D'accord, donc tu es un jeune consultant. Je suis un jeune consultant, en l'occurrence. Ça marche. Oui, c'est ça. C'est parce que tu vas nous le dire, j'imagine, c'est une activité, certes, on est connecté au métier achat, mais malgré tout, un petit peu différente, et on va y revenir juste après. Frangis, un peu quelques mots sur toi, sur ton parcours. Moi, j'ai commencé avec un background plutôt technique, connaissance dans la maintenance industrielle, un méca, l'élec, etc. Puis j'ai basculé dans le commerce avec une casquette plutôt technico-commerciale. Et ça fait maintenant 14 ans que je suis dans les achats. D'accord. Différentes entreprises, de la PME au grand groupe, avec des casquettes à la fois
au départ plutôt acheteur junior, mais toujours orienté acheteur technique et industriel. Des postes aussi de catégorie manager jusqu'à responsable achat. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis en freelance. 2 ans que je suis en freelance. Et peut-être pour préciser un peu la chose, je propose des missions, 3 typologies de missions, que ce soit du renfort opérationnel simple en cas de rush dans une société, mission de transfo aussi, et management de transition dans lequel j'opère même actuellement. Voilà. Ok, super. Et ben, du coup, ça fait le lien avec, en effet, le premier point que je veux qu'on précise pour ceux qui nous écoutent. Du coup, quel est votre format d'intervention, hein? Donc, du coup, Frangis, tu dis ça peut être soit du management de transition, soit des sujets plus opérationnels, c'est ça. Et au final, c'est du temps plein. Comment ça se passe? C'est quoi une mission type, si tant est qu'il y ait des missions type? C'est vrai que moi, si la question est pour moi, du coup, moi j'interviens vraiment plus sur plus quand même sur des missions à temps plein et souvent des missions quand même longues. En tout cas, jusqu'à présent, c'est des missions de 10 mois sur lequel j'interviens. Parce que si on parle soit de missions de transfo, il faut quand même pas mal de temps pour pouvoir bien définir toute la roadmap et en tout cas mettre en place les premières actions. Et même de l'autre côté, les missions de management de transition, aujourd'hui, pour recruter quelqu'un en interne, c'est souvent assez long et compliqué pour trouver vraiment les bons profils. C'est pour ça qu'on se tourne de plus en plus justement vers le consulting et qu'on fait appel à des profils comme nous. Voilà. Ok, donc plutôt des missions longues, ça veut dire, on va dire plusieurs mois, j'imagine. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas une mission en dessous de 8 mois. Voilà. D'accord, et sur du temps plein. Ok, ça donne un peu le terrain de jeu. On va revenir là-dessus après. Romain, pour toi, c'est quoi bon, alors c'est plus récent, hein, ça fait une petite année, mais du coup, c'est quoi un peu le format dans lequel tu interviens? Alors, je rejoins un peu Frangis, c'est-à-dire sur du management de transition, de la transformation, digitalisation, entre autres. Moi, pour le coup, alors, je débute, donc on verra dans les années qui viennent, mais je sors un peu de l'opérationnel pour le coup. Je reste plutôt sur du mode projet ou de l'approche stratégique. D'accord. Donc, du coup, alors ça veut dire que c'est du temps qui n'est pas plein. Comment tu fonctionnes sur Alors, ce sujet-là? pour le coup, moi, en effet, tout comme Frangis, en effet, j'ai été plutôt sur du temps plein, sur des missions qui font plusieurs mois à peu près dans les mêmes eaux que Frangis. Là, c'est plus de 7 mois sur une mission. Donc, et pour les raisons qui ont été évoquées, en effet, hein, il y a tout un travail déjà de mapping, de roadmap, puis de mise en place qui ne peut pas, enfin, factuellement être effectué sur des missions de 3 mois, ou alors ce serait pas raisonnable. Ouais, ok. Bon, alors ça, c'est un point qui est important parce que souvent, en tous les cas, ce qu'on s'est dit un peu la semaine dernière, hein, après, ben, c'est bien, là, on a d'autres éclairages, c'est que souvent, les missions qui touchent à l'organisation et à la transformation, c'est en effet déjà des missions qui durent plusieurs mois, mais qui sont pas toujours des missions à temps plein. C'est-à-dire que quand on fait un diagnostic des achats avant d'aller faire des recommandations, on n'est pas forcément dans l'entreprise 4 semaines de suite. Alors après, ça dépend des formats, peut-être des cabinets, peut-être des souhaits des entreprises. Mais la semaine dernière, on était plutôt sur des consultants qui disaient, ben voilà, ça peut être des missions, en effet, qui durent plusieurs mois, parce que si on veut engager une transformation, on ne le fait pas, comme tu le disais, en 15 jours ou en 3 mois. Mais on n'est pas non plus tous les jours dans l'entreprise, parce que du coup, on est vraiment sur la dimension orga, de structuration de processus, qui est une dimension qui est déconnectée de l'opérationnel, où là, du coup, ben, on vit avec le projet achat. Tous les deux, vous avez trouvé vos clients de quelle manière? Comment vous avez trouvé ces clients? Je t'en prie, Romain. Merci. Alors pour le coup, mon tout premier client, moi, ça a été sur une plateforme. Je ne sais pas si on peut donner des noms, Fabrice. Bah oui, on est là pour tout se dire. Hein. Ok. Pour le coup, sur Malte, D'accord. dans mon cas, un peu par hasard, hein, très clairement, une inscription un peu comme ça, qui a démarré très très vite. Entre mon inscription et l'obtention de ma mission, je crois qu'il y a eu, enfin, c'est pas que je crois, il y a eu une semaine. Hein. D'accord. Donc ça a été très vite. Et du coup, quand tu t'es inscrit, ça veut dire que la réflexion autour du conseil, elle avait déjà eu lieu. C'était vraiment ce que tu voulais faire. Ou c'était, ben, je m'inscris un peu pour voir comment ça s'est passé.
Alors moi j'ai une histoire un peu atypique, c'est-à-dire que j'étais directeur, j'ai eu un accident de la vie, un enfant qui a été très très malade, donc j'ai décidé de l'accompagner parce qu'il y avait des risques de létalité. Donc voilà, j'ai fait un choix de vie, on va dire, d'arrêter complètement mon activité professionnelle pour me centrer sur ma famille. Et quand je reviens en 2025 avec un contexte que nous connaissons tous qui est très compliqué, notamment sur les embauches et sur ce type de poste, bah, je me retrouve factuellement avec un marché qui est tendu et je décide de prendre une tangente, en fait, justement, de me dire que j'avais ce projet-là depuis un long moment en tête et de tout simplement essayer D'accord. pour voir ce que ça pouvait m'apporter. Et la suite a déroulé assez rapidement. Ok, super. Et donc là, du coup, c'est cette tangente de se dire, ben, tiens, je vais aller voir un peu où est-ce que je peux trouver, c'est ça? Tu étais rentré comme Alors, ça je dans l'avais la... en tête quand même depuis un moment. C'est vrai que Ouais, bon, je ne vais pas refaire le webinaire que vous avez fait avant parce que je pense que voilà, on peut avoir des craintes qui sont liées au fait de basculer et j'en avais quand je l'ai fait, hein, très clairement. C'est ouais, une réalité. Mais en fait, c'est le fait d'avoir passé le cap, je me suis rendu compte que c'était surtout lié à beaucoup de croyances limitantes. Alors, je souhaite à personne de le faire de la manière dont je l'ai fait, parce qu'en l'occurrence, moi, c'est lié à un accident de la vie, mais je pense qu'il y a des bons moyens de le préparer. Et en ce qui me concerne, en tout cas, je ne le regrette pas. d'accord. C'était à refaire, tu re-signes. Je le ferai même avant. Non. Ah, ça marche, c'est intéressant. Allez, Frangis pour toi, du coup. Alors, et je termine juste peut-être, pardon, Frangis, mais je termine avec Romain. Oui. Donc, du coup, voilà, le premier client. Donc, ça, c'est une première info. Hein. Souvent, c'est des questions qu'on se pose, Mhm. comment je vais trouver mon premier client, etc. Ben, toi, du coup, tu as été sur une partie, voilà, des plateformes, et il y en a quelques-unes. On parle de Oui. Malte, il y en a quelques autres que peut-être on citera pendant ce webinaire. Et du coup, ben, ça a été assez vite, quoi, hein, et ça t'a permis d'être assez vite en contact direct ensuite avec le client final. Frangis, pour toi, comment ça s'est passé? Pour moi, concrètement, comment ça s'est passé? J'ai été en contact avec différentes plateformes pardon, qui des fois me sollicitaient avec des missions qui ne me correspondaient pas forcément. Je peux les citer. Oui, bien Bon, sûr. l'algorithme de Malte pour le coup, était un peu particulier parce qu'à chaque fois, il me proposait plein de trucs, mais c'était à chaque fois, ça Ouais. ne correspondait absolument pas. J'étais en contact avec Twinid qui m'a Oui, aussi proposé des choses, mais ma première mission, c'était sur la plateforme Mon Consultant Indépendant, voilà, avec lequel d'accord. je bien et avec lequel ils m'ont mis en relation, du coup, avec le client. Et en toute transparence, j'ai été quand même régulièrement sollicité par des cabinets, en fait. Des Mm. cabinets de conseil, parce il y en a vraiment beaucoup. On est chassé assez quotidiennement là-dessus. Après, ça peut matcher ou pas. Très souvent, ce qu'ils font, en toute transparence, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est que, en fait, il y a des appels d'offres qui sont lancés et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher en fait les profils. Des fois, non, ils n'ont pas forcément obtenu les appels d'offres, donc ils cherchent les profils et c'est comme ça qu'ils nous sollicitent pour positionner en fait justement notre profil sur le projet. Donc voilà, donc, moi ça a été mon consultant indépendant et après il y a un cabinet avec lequel j'étais déjà en relation même avant d'avoir commencé. Euh, Bon, j'avais ma casquette justement de responsable achat, parce que je faisais beaucoup appel à des cabinets pour placer des gens en interne justement chez nous. D'accord. Donc, il y avait déjà une relation avec ces cabinets que tu connaissais. Ça veut dire que tu as pu facilement leur communiquer, que toi-même, à partir C'est ça. du moment où tu t'es lancé, tu t'es rendu disponible. OK. Donc, Exactement on a ça. vu, ça c'est intéressant, on a vu que les plateformes, bah, c'était un sujet qu'il fallait pas négliger. Bon, côté Frangis, ça n'a pas bien marché, et côté Romain, ça a fait bingo. Hein, donc voilà, ça Non, c'est. si, ça a marché, je parlais de Malte, parce que du coup, Ah, d'accord, ok, pardon. C'était ma juste pour moi. première mission, c'était sur mon consultant indépendant et ça a très bien Ah marché. oui, oui, donc celle-ci, elle a fonctionné. Bon, donc les plateformes, voilà, ça c'est un terrain de jeu qui est intéressant. Et puis deuxièmement, et ça on en parle et on en avait beaucoup parlé la dernière fois parce que c'était un sujet, voilà, les grands cabinets de conseil qui sont sur le métier achat. Hein, alors c'est toujours embêtant de les nommer parce que j'en oublie toujours plein, mais on va dire on les connaît tous, hein, les KLB, les Méotech, Pierce Group. Pierce Group, les JCAP, etc. Donc tous ces acteurs, en effet, ils ont des équipes en propre, hein, j'allais dire,
qui interviennent. Et puis souvent, pour des projets, ils viennent compléter les équipes, ce qui leur permet à la fois de variabiliser un peu les coûts. Ça, c'est toujours intéressant. Et puis souvent, compléter aussi avec des niveaux d'expertise ou de connaissance de secteur. Voilà. Et donc, en effet, ils viennent en permanence aller scruter le marché. Et donc, du coup, il y a un enjeu déjà pour vous à aller vous rendre visible auprès de ces gens-là. Et du coup, de consacrer un peu de temps à échanger avec eux. Parce que souvent, ils interviennent très tôt avec vous, à un moment où ils répondent en effet à une consultation. Donc, ça prend du temps. Voilà. Ça arrive quelquefois qu'ils vous contactent au moment où ils ont le business, mais généralement, c'est un peu en amont. Il y a un petit décalage, mais du coup, ça veut dire que vous, il faut que vous ayez dans votre démarche de fonctionnement un peu de temps de dispo à leur consacrer pour vous présenter et pour mettre en avant peut-être vos envies et vos qualités. Allez, on a une première question qu'on va prendre de Olivier qui nous dit: est-ce que les missions que vous avez trouvées étaient en lien avec votre expérience, c'est-à-dire des missions achats, techniques, enfin bref, vraiment connectées à ce que vous saviez faire, ou est-ce que vous avez fait un petit peu le grand écart des fois pour démarrer, en sachant que dans l'univers achat, on a toujours la sensation qu'on peut tout faire quand on est un bon acheteur, ce qui est pas faux toujours, ce qui n'est pas toujours vrai non plus. Mais du coup, voilà, est-ce que ces missions, c'était vraiment connecté à votre terrain de jeu, à votre zone de savoir-faire? Pour répondre à Olivier. Romain? Ou Frangis, peu importe. Moi, pour le coup, comme je disais, c'est vrai qu'au départ, j'ai eu beaucoup de propositions avec des missions qui ne matchaient pas forcément, comme je disais tout à l'heure, notamment sur Malte, l'algorithme, je trouve, après, il n'est pas super bien fait. Après, peut-être c'est moi qui c'est pas super bien utilisé, je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai qu'en tout cas, sur la première mission, ça matchait vraiment parfaitement avec ce que je connaissais. Ouais. Ce sur quoi j'avais déjà de l'expérience et vraiment les bonnes appétences. Et même sur la mission sur laquelle notamment je suis aujourd'hui, qui est plutôt le management de transition, ça reste un domaine d'achat projet sur lequel je suis déjà intervenu, donc sur lequel je vais avoir vraiment une grosse valeur ajoutée. Voilà. Ok. Romain, pour toi? Pour moi, c'est en effet un peu plus délicat, dans le sens où, alors très rapidement, pour reprendre ce que disait Frangis, on est très souvent sollicité par les cabinets, ça c'est vrai. On peut avoir, indépendamment de ce qu'on met sur les plateformes, après sans rentrer dans le fonctionnement des plateformes, en effet, des fois ça peut tomber à côté. Moi je sais qu'en l'occurrence ça tombe parfois sur de la mission opérationnelle. C'est pour le coup quelque chose qu'on ne cherche pas forcément à faire aujourd'hui. Par contre, c'est pas qu'on va forcément taper à côté, c'est que ça va être des fois une question de ce qu'on a envie de faire aussi, parce que les gens vont parfois voir votre profil, ils ne le connaissent pas forcément, ils vont venir vous solliciter sur la base de votre profil. Donc c'est sûr que si vous n'avez pas déjà une relation avec la personne en question ou les recruteurs en question, la première approche va être de voir ce que vous avez fait, soit de venir vous chercher là-dessus, soit de venir vous chercher sur une particularité qu'il va y avoir sur votre profil. Il peut y avoir des décalages, mais en général, ça reste quand même en lien avec ce que vous avez déjà fait. Bon, il y a une connexion. En tous les cas, on va dire dans le produit Romain Delalin, à un moment donné, il y a quelque chose qui vient chercher. Et la dimension générique achat n'est pas suffisante. Ça veut dire que. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui explique, parce que souvent on a ces questions par rapport à la seniorité ou l'expérience, que sur ces métiers de consultant tels que vous le pratiquez, même s'il y a des contre-exemples, et j'en connais, c'est quand même mieux d'avoir déjà une histoire à raconter par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, c'est pas un métier qui se prête bien aux jeunes qui sortent de l'école, quoi. Voilà. Ou en tous les cas, si jamais ils veulent faire du conseil, faut qu'ils aillent rejoindre des grands groupes de conseil qui sont intégrés à des équipes qui vont travailler sur des plateaux sur lesquels on va continuer à les former à la dimension achat. Je pense que c'est quand même un point important. Alors, les questions, c'est parti du coup. C'est parti. Donc, ça c'était Olivier, c'est tout bon. Rachida, selon vous, y a-t-il davantage d'opportunités dans les achats directs ou indirects? En tous les cas, de ce que vous voyez. Après, là, on est trois, on va dire, chacun dans notre coin. On n'est pas, Rachida, le terrain d'observation de tout ce qui se passe dans l'univers des demandes, mais on peut vous parler un peu de ce qu'on voit. Est-ce qu'on sait dire si il y a plus d'opportunités en achat direct ou indirect? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour répondre à ça,
ce ne sera pas de dire qu'il y a plus d'achats, d'opportunités pardon, sur les achats directs ou indirects. En revanche, c'est quand même un gros plus. Bon, après, je pense que ça c'est aussi dans le monde du recrutement de manière générale, d'avoir un profil qui est bien spécialisé. Ça permet de mieux se vendre en réalité. Si justement on est dans des achats directs avec une connaissance d'un marché éventuellement de niche ou bien spécifique, c'est toujours un gros plus. Parce qu'on arrive automatiquement avec une casquette, je dirais, d'expert, et c'est ce qui est très attendu et recherché. Vraiment le consultant expert de son domaine qui est là pour apporter une grosse expertise. Voilà. Alors, ce que vient de dire Frangis, je sais pas, Romain, tu partages ce regard sur la notion d'expertise, En partie. de connaissance, en partie. En partie. Alors, vas-y, complète, et puis on reviendra après, parce que du coup, je crois que c'est un point important du sujet. Vas-y, voilà, complète un peu ta vision. Je suis absolument d'accord sur ce que dit Frangis sur la partie opérationnelle pure. En effet, c'est ce qu'on va attendre de façon d'un acheteur en général aujourd'hui, c'est qu'il soit expert dans sa fonction. Je le suis peut-être un peu moins sur les fonctions managériales ou de direction, où là, des fois, on va plutôt aller aussi, enfin, de mon expérience, hein, après, je pense que je n'ai pas la vérité absolue, mais de ce que j'ai rencontré en tout cas. Là, on va aller quand même chercher des gens aussi parfois dans les recrutements que j'ai pu faire qui vont avoir justement une vision globale, qui vont pouvoir, enfin, et plus on va monter dans les échelons, et plus on va attendre ça de vous, plus ils vont attendre des gens qui ont justement cette faculté à pouvoir avoir une connaissance généraliste pour pouvoir justement après laisser les acheteurs en dessous qui sont censés être experts faire leur travail. Donc, je rejoins Frangis sur la forme. Après, je dis juste que c'est une question de... Voilà. Ouais. Alors, moi, ce que je vois souvent, c'est qu'en effet, il n'y a pas beaucoup de place pour les consultants achats généralistes, au sens... voilà. C'est-à-dire que, et ça, c'est compliqué à entendre, hein, parce qu'une fois encore, moi, je suis comme vous, je suis un ancien acheteur, et on est gourmand quand on est aux achats. On veut tout embrasser. Voilà. Mais aujourd'hui, on est dans un monde, dans un métier d'expertise. Ça, il faut l'entendre. Et vos clients, c'est ça qu'ils recherchent. Si je recrute Frangis sur ma mission, c'est qu'il a quelque chose dans son parcours qu'il connaît. Alors, l'expertise, ça peut être aussi l'expertise du management, l'expertise de la transformation, mais c'est une expertise. Voilà. Et ça veut dire que ceux qui veulent se lancer ou qui se lancent dans le métier, vous devez afficher votre expertise. Vous devez dire que vous êtes je prends souvent cet exemple, et pardon pour ceux qui étaient là la semaine dernière, de la tarte au citron. Voilà, ne dites pas que vous êtes un bon pâtissier, vous dites que vous êtes le meilleur qui fait des tartes au citron. Et celui qui va chercher une tarte au citron, il va vous choisir. Donc il faut s'afficher, et ça c'est compliqué, parce qu'on n'ose pas le faire. On se dit, ouais, mais moi je sais quand même faire les tartes aux fraises. Ouais, mais ta spécialité, c'est ça. Donc je pense que ça, c'est une partie de la réponse, Rachida. La deuxième partie, c'est que, du coup, quand on est sur des marchés d'achat direct, là, très vite, il faut la connaissance du marché, des fournisseurs, du secteur pour aller très vite. Il faut savoir que si vous êtes un consultant, quand vous mettez le pied dans l'entreprise, au moment où vous mettez le pied, on attend que ça délivre. Voilà. On ne va pas se dire il y a une période d'onboarding du consultant. Ça ne marche pas. L'onboarding, c'est pour un salarié. Un consultant, il est tout de suite opérationnel parce que dès qu'il met le pied, il me coûte. Donc, s'il me coûte, il me rapporte. Ça, c'est. Voilà. Il y a pas on n'investit pas sur un consultant. Un consultant, on est dans le retour sur investissement. Donc, du coup, il faut qu'il y ait l'expertise. C'est ça qui va. Et alors après, direct ou indirect, ça va dépendre des secteurs. Mais si vous les intéressez aux achats indirects, il faut que vous soyez une experte du travel, de l'IT, de la prestation intellectuelle, etc. Il faut que vous ayez une histoire à raconter avec une expertise sur ces sujets-là. Allez, on va continuer. On va prendre d'autres questions parce que je vois que c'est en train d'arriver. Margot, alors ça c'est une bonne question. Merci Margot. Avez-vous utilisé LinkedIn? Et si oui, de quelle manière? Voilà, parce que du coup, on le sait, LinkedIn c'est devenu un incontournable. Donc, comment vous avez joué avec LinkedIn, Romain, quand tu t'es dit, bon, allez, ça y est, je remets le pied à l'étrier. Est-ce qu'il travaille cette réflexion? Qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, bien sûr, pour Frangis. Alors, moi, pour le coup, c'est un peu paradoxal dans le sens où, un peu comme Frangis, j'étais déjà en contact avec des cabinets. Forcément, je les recevais en tant que directeur, donc j'avais déjà des connexions. Mais c'est vrai que, pour le coup, c'est venu après. Là, c'est venu dans la deuxième mission, où une fois que je suis passé par les plateformes, derrière, j'ai beaucoup utilisé en effet LinkedIn. Alors déjà, pour communiquer sur ce que je faisais. Et là, je te rejoins sur ce qui n'est pas naturel pour nous en tant qu'acheteurs de base, quand on doit reprendre la casquette de commercial derrière. C'est apprendre à communiquer sur ses projets, apprendre à communiquer au sein même des entreprises dans lesquelles vous faites vos prestations.
Parce qu'il y a toute une nouvelle notion qui rentre en compte, c'est aussi développer son réseau au sein notamment des grands groupes dans lesquels vous allez travailler, qui seront potentiellement vos futurs clients aussi, soit par le bouche à oreille, soit au travers de projets, de gros projets sur lesquels vous allez travailler. Ok, Frangis, pour toi, LinkedIn, est-ce que c'est un outil, un must, un nice to have? En tous les cas, comment tu l'utilises? Non, je pense que c'est un must. C'est un must parce qu'en fait, par défaut, les gens vont avoir une première ébauche quelque part de notre profil là-dessus. C'est-à-dire même si on est en contact même sur des plateformes, etc., ils vont toujours aller jeter un coup d'œil justement sur le profil LinkedIn et le contact se fait très rapidement. Aujourd'hui, il y a énormément soit de recruteurs, de cabinets qui se retrouvent dessus et on a toujours les premiers échanges là-dessus justement en inbox. Donc non, je trouve que c'est un must-have. Vraiment. Ok, donc en effet, LinkedIn, number one pour recruter, voilà. Number one pour avoir des infos. Quand il y a quelqu'un qui vous contacte, la première chose que vous allez faire, c'est regarder son profil, c'est sa carte de visite. Il a travaillé où, combien de temps, qu'est-ce qu'il a fait, avec qui il est connecté. D'où l'importance de soigner un petit peu la manière dont vous parlez de vous-même sur LinkedIn. Et faites-le en essayant de pas trop penser à vous, mais pensez à celui qui va lire ce que vous écrivez. Voilà, qu'est-ce que c'est important qu'il sache de moi, et on verra qu'il y a peut-être des choses qu'il faut plus mettre en avant que d'autres. Voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet important. Allez, une question de Anne qui nous dit, est-ce que vous partagez uniquement sur des réseaux professionnels autour de l'univers achat? On verra un petit peu, peut-être que vous assistez à des événements, faites partie peut-être de clubs, de réseaux, ou alors est-ce qu'également vous avez développé en dehors de l'univers achat pour développer votre business? Comment ça dépend un petit peu, j'allais dire, de votre positionnement et de votre offre. Qui est-ce que vous avez décidé de cibler? Et du coup, comment vous utilisez les réseaux ou les clubs par rapport à ce sujet-là? Moi, je te laisse vraiment. Allez, moi pour le coup aujourd'hui, j'ai pas eu besoin d'aller spécifiquement en dehors, on va dire, si on prend soit les grands canaux qu'on peut utiliser, qui vont être LinkedIn, les plateformes ou les cabinets de conseil, parce que pour le coup, j'ai de la demande en fait sur mon profil. Donc j'ai pas encore ce besoin. Allez, après, bien entendu, je suis sur des associations type CNA ou autres sur lesquelles en effet je suis ce qui se passe. Mais je pense que ça peut être pertinent de le faire en fonction de son profil et en effet, peut-être si on se retrouve sur des niches très spécifiques où on peut avoir du mal sur les canaux traditionnels. Mais comme l'a dit Frangis, on est très sollicité en général déjà sur les canaux traditionnels. C'est ça qu'on écoute là tous les deux, c'est que vous dites au final, en tous les cas pour vous deux, on verra que c'est pas toujours le cas, mais pour vous deux, vous dites, et je le reformule avec mes mots, et vous avez le droit de me dire que c'est pas tout à fait ça, mais j'ai le sentiment que vous dites, c'est peut-être pas la peine que je fasse énormément d'efforts de prospection, parce que même si j'en fais sûrement un peu, j'ai quand même un flux qui vient vers moi de manière assez naturelle et régulière, c'est ça, c'est comme ça, ou tu le redirais différemment, Romain? Je mitigerai juste parce que je pense, Frangis, tu me dis si tu es d'accord ou pas avec ce que je vais dire, mais déjà, on est tous les deux seniors dans nos fonctions. On a eu des fonctions managériales avec justement des contacts au sein de cabinets. Donc, on a quand même déjà un carnet d'adresses qui est aussi représentatif de notre expertise et de notre historique. Donc, on peut avoir des facilités par rapport à ça. C'est sûr que quelqu'un qui démarre, qui n'a pas eu de fonction hiérarchique qui lui permet d'avoir un réseau, alors là, il va y avoir un travail supplémentaire à faire. Okay. Je vais reparler pour moi. Dans mon cas, j'avais déjà un réseau. Derrière, je pense qu'il faut faire feu de tout bois. Voilà, tout simplement. Et se concentrer sur ce qui marche. Et tout le temps. Et tout le temps. Je vais rebondir sur ce que dit Romain. Je suis assez d'accord avec ce que Romain dit. Déjà, comme on est sur des profils de mission qui vont être plutôt longs, ça nous permet toujours de rester ouvert à ce qui se passe pour pouvoir rebondir sur la suite. Ouais. On est sur notre mission, mais en réalité, on est toujours sollicité. On va nous appeler pour nous dire, et très souvent, quand ils nous appellent, c'est qu'en fait, ils ont le besoin qui démarre tout de suite à ZAP. On leur dit, je ne suis pas dispo. Je serai dispo dans 5 mois, dans 4 mois.
Et là, ils font leur programme et ils se disent, voilà, un mois avant, on va vous contacter et voir justement où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous en êtes, pardon. Et ils le font comme ça assez régulièrement. Donc, c'est vrai que même si on se dit qu'on ne va pas forcément aller prospecter directement, il y a juste l'idée à nous et c'est juste à nous d'être quand même à l'écoute de ce qui se fait et de ne pas complètement fermer la porte quand on vient nous solliciter, de dire que justement, non, on va être dispo à telle date et on essaiera d'entamer potentiellement un processus à ce moment-là. Ok, donc il y a quand même un dispositif un peu permanent d'écoute, de veille, un peu active sur le sujet. Une veille active. On va essayer de prendre d'autres questions parce que je vois que le temps avance. Je répète pour ceux qui nous ont joints en cours de webinaire qu'on va se concentrer sur la partie questions. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup d'échanges dans le chat. Je n'ai pas trop regardé ce qui s'y dit, mais du coup, si vous avez des questions, rajoutez-les dans l'onglet questions. Une question de Bruno, et là aussi, ça va dépendre peut-être des missions, du format, etc., qui nous dit, est-ce que toutes les missions sont systématiquement liées à une obligation de résultat? Voilà, quand même, si c'est obligation de résultat, je pense que c'est. Comme on l'a dit, il y a vraiment trois typologies de missions. Il y a vraiment trois typologies de missions. Quand on est sur une mission en fait, de transfo, oui, obligatoirement, il y a quand même une obligation de résultat. En l'occurrence, de délivrer quand même la roadmap, qui va permettre de. On sera peut-être plus là au moment où ils vont mettre en place et faire dérouler la roadmap en question, mais il y a cet aspect de principe de livrable. Alors, ouais, je pense que du coup, pour peut-être, je ne sais pas dans quel sens Bruno a posé la question. En tout cas, essaye de décrypter comme ça pour. Ouais, voilà. Mais je pense que si on est au sens juridique du terme, c'est une obligation de moyens. Je pense qu'on est plutôt sur des missions de moyens, en vérité. Parce qu'on ne peut pas garantir, enfin, je connais personne qui peut garantir que la transformation va avoir lieu, en vérité. Vous êtes là pour la faciliter, pour la guider, pour l'impulser. Voilà. C'est le livrable. Alors voilà. Et là, c'est différent. C'est-à-dire qu'en effet, le résultat, c'est en effet, je dis à Frangis, j'ai besoin de toi pour cette mission. Lui, il va me dire, je fais un diagnostic, je fais des recommandations, je fais une mise en œuvre. À chaque fois, il y a des livrables. Je vais le payer dès qu'il va franchir une étape, un livrable, mais ce n'est pas tout à fait ce que j'entends moi quand je dis une obligation de résultat. Voilà, l'obligation de résultat, dans le sens où le dit Bruno, c'est peut-être typiquement quand on est sur des missions de rémunération, d'ailleurs, hein, les rémunérations aux fees, voilà, où là, on se dit, je fais des économies, et s'il y a des économies, si tant est qu'on a décrit ce que c'était une économie et qu'on la mesure, et bien du coup, là, on est payé en fonction de l'économie. Donc là, on peut se rapprocher de cette logique de résultat. Mais pour le reste, toujours pareil, au sens un peu juridico du terme, c'est compliqué. Parce que voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Romain, mais c'est plutôt comme ça que je le dirais. Voilà. Moi, je te rejoins, c'est que de toute façon, dans le conseil, dans l'absolu, sauf cas particulier, c'est de l'obligation de moyens, parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas maîtriser. Est-ce qu'en interne, il y a une structure qui vous permet de tenir la roadmap, déjà? Est-ce qu'il n'y a pas des blocages de budget en cours de route? Et là, de toute façon, vous pouvez faire la meilleure roadmap, c'est planté, le résultat. Par contre, là où je rejoins Frangis, c'est que dans la forme, quoi qu'il arrive, on va délivrer quelque chose. C'est sûr. Voilà. Après, est-ce que c'est ce qu'on avait planifié au début? C'est d'ailleurs ce qui fait aussi l'intérêt de ce métier, c'est que vous allez voir qu'en étant un consultant de coût externe, vous avez une capacité, une force de frappe qui est souvent démultipliée par rapport à l'interne. Et du coup, vous allez être au rendez-vous. Si on dit à Frangis, dans 3 semaines, il y a le copil, quoi qu'il se passe au milieu, dans 3 semaines, il sera au copil avec sa reco, etc. Là où quelquefois en interne, il y a des choses qui se décalent un petit peu. Pierre-Alexandre nous dit, est-ce que du coup, pour les contrats, les deux qui sont en cours, est-ce que c'est vous qui avez proposé vos formats de contrat avec vos clients ou est-ce que c'est eux qui sont venus avec leur format de contrat? Je sais que moi, pour ma première mission, ils sont venus avec leur format de contrat. Et sur la deuxième, j'avais anticipé et j'ai dégainé ma forme de contrat sur lequel après. D'accord. Donc, tu avais proposé, voilà, et après, ça a été l'échange d'un ajustement par rapport au terme du contrat, on imagine? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, soit vraiment sur la deuxième, après, on prend un peu plus
d'expérience, et donc on veut sécuriser au maximum en avance. Donc moi, j'ai ma journée justement avec laquelle je travaille toujours, laquelle on a vraiment mis en place des drafts de contrats avec des conditions générales justement bien spécifiques, en tout cas qui permettent d'accompagner ma proposition commerciale. Voilà. Ok, parfait. Pour Romain, pour toi, en termes de contrat, comment tu Pour fonctionnes? moi, pour le coup, non, je suis peut-être plus dans le cas qu'a rencontré Francis au début, parce que moi déjà, je suis passé par des plateformes, donc je suis un peu déjà serré par rapport à ça, très clairement. Mais en effet, c'est, je pense, l'étape suivante, en fonction du support par lequel je passerai, sur lequel je devrais faire un travail. D'accord, ok. Question d'Idriss, ça c'est une question qui revient régulièrement par rapport au statut. Quel est le statut juridique qui abrite votre activité? Qu'est-ce que vous avez retenu comme choix par rapport à cette activité? Tu veux y aller, Frangis? Vas-y, je t'en prie. Ok. Moi, pour le coup, j'ai joué un peu la sécurité. J'ai pris le portage salarial. D'accord. Et pourquoi le portage? Et juste, ça m'intéresse, peut-être ça va intéresser, j'espère, ceux qui nous écoutent. Pourquoi le portage salarial, tu le considères sûr, du coup? Alors, à l'époque, en tout cas, ce qui se passait, ça revient un peu sur ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que dans mon cas, peut-être comme dans d'autres, on peut avoir une appréhension justement à basculer. L'avantage du portage, c'est que ça permet quand même, mine de rien, de continuer à accumuler des droits, en l'occurrence pour le chômage, pour la retraite, pour des choses comme ça. Donc, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, c'était un système qui me permettait d'avoir un parachute si jamais je me rendais compte que ça ne fonctionnait pas ou que ça ne me plaisait pas. D'accord. Ok, Frangis, toi, c'est quoi donc et pour l'instant, tu es en portage et tu te dis, ben, ça me va bien, ou il y a déjà une échéance de dire, je veux faire une évolution? Je pense que tu te doutes qu'il y a une échéance de dire que je vais basculer, en tout cas en ce qui me concerne, mais oui, c'était bien pour démarrer. Je pense que c'est une bonne plateforme à la limite pour préparer, je pense je le pense, hein, je ne dis pas que j'ai raison, mais je pense que ça peut être un moyen quand on est un peu frileux de démarrer, de bien démarrer et puis de prendre confiance. En plus, il y a des sociétés de portage qui font bien le job. En effet. Frangis, pour toi, c'est quoi le statut? Du coup, tu es sous quel statut aujourd'hui? Ce que j'ai expliqué, ce que j'ai répondu à ça tout à l'heure, justement, dans le chat. Commencer en micro, en tout cas. En micro. Pourquoi? Et je vais le dire, c'est parce que à la suite justement de mon poste, j'ai pu m'arranger pour justement pouvoir bénéficier en fait juste après du chômage. Voilà. Et en bénéficiant en fait du chômage, ça n'a pas duré longtemps, ça me permettait d'avoir recours en fait à l'ACRE, voilà, qui permet qu'en fait quand tu crées en fait ta société, tu as 50%, tu as une exonération justement de 50% par rapport à ce que tu déclares. Donc c'est pas négligeable, tu l'as pendant 1 an. Après, il y a d'autres dispositifs, par exemple même de l'ARS et tout, mais qui sont plus des dispositifs si tu as, par exemple, beaucoup d'investissements au départ à faire quand tu vas ouvrir ta société. Donc, pour se lancer, c'est pas mal. Je veux vraiment avoir recours à l'ACRE. Voilà. Ça, c'est le premier point. On a un seuil au niveau du chiffre d'affaires qui est pour, dans le cas de la prestation intellectuelle, 477K comme ça. Normalement, si on l'excède, on doit basculer après en société. On peut dépasser pendant 2 ans, il y a une tolérance quand même. Et après, par contre, il faut vraiment basculer. Donc là, je bascule justement en SASU. Voilà, parce que j'ai dépassé le seuil. Ok, donc 2 enseignements pour moi. Premièrement, et prenez ça comme une petite touche d'humour, mais on est dans un beau pays. Parce que du coup, on nous aide. Et alors, je sais qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on améliore dans ce pays, mais en effet, on est quand même dans un pays où on vous aide à créer votre entreprise. Et ça, je tiens à le dire parce que j'entends tellement de choses. Que voilà. Et moi aussi, j'ai bénéficié de ça il y a 20 ans quand j'ai créé mon entreprise, le dispositif ACRE, où j'avais une partie au chômage. Et puis, dès que je gagnais de l'argent, ça venait équilibrer, etc. Donc ça, c'est super. Deuxièmement, et tu l'as mis, alors moi, je ne lis pas ce qui se passe dans le chat, mais en effet, moi, je vous encourage à démarrer de manière modeste et humble. C'est-à-dire que même si vous avez pour projet de grossir, de faire beaucoup de chiffre d'affaires, de recruter beaucoup de consultants,
super, c'est votre projet, mais adaptez la structure à ce que vous êtes au départ. Parce que je vois plein de gens aussi qui créent des structures un petit peu plus, on va dire, riches ou copieuses, qui au final ne génèrent pas de chiffre d'affaires, peut-être même des fois arrêtent. Il faut savoir que c'est très facile de créer. Quand vous devez détricoter un peu, des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, faites évoluer votre structure en fonction du projet, mais démarrez de manière adaptée, parce que je pense que ce n'est pas nécessaire tout de suite d'avoir une SASU pour démarrer. Hein, et du coup, vous en êtes des preuves. Alors, question de Hakim, il dit sur la forme, est-ce que vous avez envoyé, puisque vous dites que vous êtes en relation avec les cabinets, que peut-être, alors, Romain, tu nous disais, moi j'ai eu à les mobiliser quand j'avais des besoins en tant que directeur achat, mais est-ce que vous avez envoyé un dossier, un CV, comment ils vous connaissent mieux, en fin de compte, ces cabinets avec qui vous échangez? Moi, j'aurais un conseil par rapport à ça. La première des choses, pardon. Déjà, forcément, sur les plateformes, on remplit un profil. Donc, automatiquement, ils savent déjà justement quelles sont nos compétences, notre expérience, etc. Et en plus, des fois, on peut mettre le lien vers le LinkedIn, donc ça rebondit un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Deuxièmement, il y a le principe en fait du dossier de compétences. Moi, ce que je vous conseille, parce que des fois, c'est très contraignant, ils vont vous envoyer leur support sur lequel vous allez devoir à chaque fois remplir le dossier de compétences. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de faire une trame de format le plus riche possible, qui fait que lorsqu'on vient vous solliciter, vous avez déjà un dossier de compétences en fait, qui est prêt à pouvoir leur fournir. Après, ils se débrouillent pour pouvoir l'adapter avec leur template, etc. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Je vous propose qu'on aille assez vite, parce qu'il y a beaucoup de questions. J'ai toujours... Il est midi moins 10. Moi, je dois vous laisser à midi. Donc, ah oui, mais c'est notre truc. On va y arriver. En plus, moi, j'ai des annonces importantes à vous faire avant qu'on se quitte. Question de Vanessa. En tant que consultant, est-ce que vous sentez la pression de la part des clients? Alors, elle nous rajoute, j'imagine, avec un trait d'humour, qui vous attendent tout de suite au tournant. Vanessa, je pense qu'ils les attendent au tournant, mais aussi dans la ligne droite. Hein. Ouais. Voilà, c'est quoi? C'est ça, vous avez l'étiquette du consultant, donc de celui qui sait, de celui qui va nous permettre de résoudre un problème ou d'aller plus vite. Comment vous le vivez du coup? Je prends le point si tu me permets, Frangis. On est censé être expert. Donc, en effet, comme tu l'as dit, on doit apporter les solutions, on est attendu pour ça. Donc, forcément, il y a de la pression. Puis, il y a aussi de gros avantages à avoir ce statut, c'est qu'on facture. Généralement, plus on va avoir d'expérience, plus on est censé bien s'en sortir. Et derrière, il y a forcément des attentes qui sont au moins élevées au niveau des facturations qu'on présente. Donc oui, il y a de la pression. C'est clair, je pense qu'il y a une pression. Question de Camille, ça c'est intéressant sur le temps. Du coup, alors bon, vous disiez en début de réunion que vous étiez pour partie sur des missions quasiment à temps plein, mais on va imaginer que ce ne soit pas toujours le cas. Comment vous gérez votre temps? Est-ce que du coup, est-ce que vous avez un visuel sur les missions des mois à venir? Comment vous gérez le remplissage de l'agenda? Et je rajouterais peut-être comment vous gérez quand l'agenda il est vide, au final, comment on fonctionne aussi, parce que ça aussi, c'est un vrai changement de comportement entre un statut de salarié, où l'entreprise, elle achète votre temps, un statut de consultant où on achète votre expertise, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, franchement, est-ce qu'on peut resynthétiser la question? La question, c'est comment tu gères ton temps, en fin de compte. Là, par exemple, typiquement aujourd'hui, comment est rempli ton agenda, jusqu'à quand il est rempli, et est-ce que toi, comme des fois des consultants, tu planifies des actions, au contraire, tu dis, je réagirai quand l'agenda sera vide, ou est-ce que tu anticipes des choses? Dans tous les cas, comment tu gères ton agenda et ton temps? Ce qui se passe, c'est que déjà, ça va dépendre du type de mission. Quand on est en fait sur une mission de transfo, c'est pas du tout la même chose. Une mission de transformation, des fois, on n'est même pas forcément intégré chez le client. On vient juste, par exemple, faire des audits chez eux. Et en réalité, on est à l'extérieur de l'entreprise. Une mission de renfort opérationnel ou de management de transition, en fait, on est à l'intérieur de l'entreprise avec les personnes, que ce soit en interne ou en distanciel, peu importe. Donc, on va
en fonction même de la typologie d'achat qu'on va avoir, projet, autres, etc., en fait, on a intégré directement dans le projet et va se goupiller en fait l'organisation qui va correspondre à l'entreprise. On ne peut pas avoir je parle pour moi, en fait, de réponse comme ça toute faite. Ça va vraiment dépendre de la typologie de mission et le type d'achat qu'on retrouve. Ok. Alors, une question sur laquelle, là, pour le coup, ça va être plus facile. Peut-être, je ne sais pas, vous allez me dire, comment avez-vous déterminé votre taux journalier, votre prix? Voilà. Alors, ça, pour le coup, il y a un prix, hein, et comment vous l'avez déterminé, ce prix? Et peut-être que vous ne l'avez pas déterminé, d'ailleurs, peut-être qu'on vous l'a imposé. Tu veux y aller, Francis? Vas-y. Ah, ça, c'est la grande question. Moi, pour le coup, j'avais, on va dire que je trichais un peu parce que forcément, en tant que directeur achat, j'avais tous les TJM. Donc, je suis allé directement chercher des gens qui avaient des profils à peu près équivalents aux miens en termes d'expérience et autres. Donc, ça a été un peu facile pour moi. Après, en dehors de ça, je pense que sur des premières missions, est-ce que vous aurez toujours le max du TJM que vous pourrez obtenir? Je ne suis pas convaincu. Mais je pense, après c'est mon avis, ne pas être trop gourmand aussi et savoir écouter ce qu'on vous conseille, ce que vont vous conseiller des cabinets ou autres, ou voir des plateformes. Pour démarrer, de toute façon, vous en sortirez bien. Je pense qu'après, on rentre dans des problèmes de riches en réalité. L'idée, c'est essayer. De toute façon, vous allez rencontrer des gens, vous allez aller dans des événements, vous allez, dans certains cas, pouvoir échanger sur ces sujets-là avec des gens. Et ça vous aidera au fur et à mesure aussi à savoir où vous vous positionnez et comment vous positionnez. Je pense que quand on démarre, je n'ai pas envie de donner des conseils trop avancés dans le sens où ils seront durs à appliquer, de toute façon. Ok, Frangis, pour toi, le TJM, c'était facile à déterminer? Facile à déterminer, je pense que oui, en réalité. Parce que ce qui se passe, c'est que déjà, même sur les plateformes, en réalité, avec le profil que l'on va remplir, eux déjà nous proposent en fait une fourchette. Il faut une fourchette de TJM et ils nous mettent même des fois les profils qui peuvent nous ressembler. Ouais. Donc, ça permet tout de suite d'aller regarder, faire un petit benchmark et de se dire. Après, voilà, le TGM aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose qui va dépendre de la seniorité, tout simplement. La seniorité et de la typologie de mission qu'on a. Et la typologie le secteur et la typologie de mission, les 3 typologies de mission pareil. C'est pour ça. Donc, je ne peux pas dire que voilà, pour eux, on arrive dans les achats, le TJ, c'est tant. Non, ça va dépendre du profil. Par contre, si quelqu'un me donne son profil, je peux être à même de lui dire, voilà, on est à peu près dans cette tranche-là. Juste un point service. Ouais, vas-y, Romain. Très rapidement. Ouais. Surtout, en fait, je sais que ce n'est pas intuitif au début. Alors, dans une certaine mesure, le TJM, ce n'est pas la seule variable. Il faut regarder aussi les conditions de la mission, l'éloignement. Alors, certains vont faire de l'éloignement pour charger des frais ou autres, mais ce que je veux dire au-delà de ça, c'est qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte aussi dans le cadre d'une mission. Est-ce que ça vous plaît et autres? Donc, c'est important, mais ne regardez pas que ça. Oui. Alors, 2 choses, moi, sur le TJM. Ce que je regarde, premièrement, on est purement sur un sujet d'offre et de demande. Donc, du coup, vous êtes très demandé, vous êtes seul, le prix monte. Le marché, il est très tendu, comme pour certains un petit peu ces temps-ci, le prix baisse. Hein, et vous ne pourrez pas dire, moi, c'est temps et je ne bouge pas. Ça ne marche pas. Vous êtes soumis à la loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est la première chose. On a un profil trop généraliste qu'on peut retrouver partout. Et oui, vous êtes c'est la loi. Et ensuite, en effet, comme le dit Romain, ça va dépendre d'un certain nombre d'éléments. Voilà. Et ensuite, pour ceux qui démarrent et qui ont ce petit syndrome de l'imposteur, souvent quand il faut démarrer en disant mais à quel prix je vais me vendre, etc., il faut bien avoir en tête que le taux journalier, il est intéressant à bien le négocier parce qu'il y a des jours où vous n'allez pas vendre. Hein, et contrairement à un salarié, quand vous ne vendez pas en tant que freelance, vous ne gagnez pas d'argent, ce qui n'est pas le cas d'un salarié. Les congés pour un freelance, c'est des congés qui ne sont pas payés. C'est des vraies différences majeures. Donc, le taux que vous voyez, il comprend aussi tout ce qui n'est pas facturé. Et deuxièmement, enlevez-vous de l'idée que parce que vous allez être pas cher, on va vous choisir. Et l'inverse est vrai. Parce que vous allez être très cher, on ne va pas vous choisir. Non, c'est pas vrai. Du coup, voilà, c'est un des facteurs, mais il n'y a pas que celui-ci. Par contre, comme souvent, et ça on est aux achats, le prix se compare facilement. Mais la qualité, la seniorité, la performance, la pertinence,
ça, c'est plus compliqué. Allez, on prend encore une ou deux questions et puis après, on fera une synthèse. Tac. Je vais prendre dans l'ordre, hein. Désolé, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Question d'Olivier, si on peut répondre rapidement. Pour un acheteur qui se lance en tant que consultant et qui n'a pas de réseau, comme vous, peut-être, vous pouvez les avoir, quels conseils vous lui donneriez? Pas du tout de réseau, de se mettre sur les plateformes, de travailler son profil LinkedIn, et au fur et à mesure aussi ajouter justement tous les profils des cabinets, justement des cabinets, etc., justement de prestations, de consulting. Et au fur et à mesure, justement, il va y avoir un petit effet de neige. Et, c'est surtout ça, il faut vraiment avoir de la visibilité en fait là-dessus. Ok. Et ça permet de travailler son réseau. Je rejoins Frangis totalement là-dessus. Alors, après, en réalité, regardez quand même aussi sur les anciens recruteurs, si vous avez été aussi proche de sociétés de conseil, si jamais il n'y a pas des gens avec qui vous avez interagi dans le passé aussi des fois. Ça peut être une bonne surprise. Je pense qu'en effet, il faut faire un travail autour de LinkedIn, hein. Les recruteurs, ils sont sur LinkedIn, les cabinets de conseil, ils sont sur LinkedIn. Vous avez un accès facilité. Donc, voilà, travaillez votre profil, faites de la prise de contact et puis publiez vos points de vue, publiez. Les recruteurs, c'est ce qu'ils regardent, ils ont des indicateurs pour voir les gens qui interagissent, hein, de manière pertinente sur LinkedIn. Donc, rendez-vous visible. Allez, on arrive dans la dernière partie. Alors, merci, il y a encore quelques questions, mais j'aimerais juste, avant qu'on arrive à la conclusion, j'aimerais partager avec vous quelques éléments importants, peut-être tous les deux, en fonction, une fois encore, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre d'où vous venez, ce que vous faites, comment vous le faites, quels sont peut-être les quelques conseils ou inspirations que vous pourriez partager à ceux qui nous écoutent. Je t'en prie. Ok. Je pense que tu l'as très bien dit pour moi, Fabrice. Commencez humblement, de toute façon, avec le temps, vous allez changer. Et n'ayez pas peur de vous lancer parce que de toute façon, vous ferez des erreurs. Et j'aime à dire que l'erreur, c'est le meilleur maître. Donc, lancez-vous, faites-le de manière raisonnable et raisonnée. Et au fur et à mesure, ça viendra, tout simplement. Ok, bon, mais ça, c'est un conseil d'un grand sage. C'est pas de prétention, mais c'est l'expérience qui vous apprendra, ce que je veux dire. Si moi je devais rebondir, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance. C'est qu'on peut avoir beaucoup de retours d'expérience. Voilà. Moi, ce qui s'est passé, c'est que même si ce n'était pas forcément dans le même domaine, moi, j'ai mon cousin qui faisait ça déjà depuis 5 ans. Donc, c'est lui qui a pu, en fait, me faciliter et tout m'expliquer. Voilà, là, tu as l'acre, tu as ça, tu as ça, tu as ça, sur ton TJ, regarde à tel endroit, etc. En fait, ça m'a vraiment permis de mâcher le travail. Et puis, je regardais par rapport aux histoires de création d'entreprise, etc. Il y a beaucoup de choses sur YouTube. Donc, je regardais beaucoup ce qui se faisait justement sur YouTube pour le lancement, ce qui se faisait en tant que consultant, etc. Donc, au niveau de l'entourage, trouver vraiment des références. Il y a pas mal de choses sur YouTube, sur Internet. Et tout ça permet vraiment d'éviter certaines erreurs. Justement, si on va et on se lance comme ça, sans pour autant avoir toutes ces infos-là. En tout cas, moi, ça m'a énormément servi. Allez, super. Du coup, ça me fait merci à vous deux pour votre intervention. Une fois encore, on diffusera le replay. Vous pouvez contacter Frangis et Romain directement sur LinkedIn, hein, puisque du coup, maintenant, vous avez leurs coordonnées. Du coup, c'est l'occasion, en effet, par rapport à ce que tu viens de dire, de vous parler d'un programme que j'ai lancé moi-même en début d'année, exactement avec beaucoup de choses qui résonnent beaucoup. C'est aussi pour ça que je fais ces webinaires, avec un certain nombre d'acheteurs qui veulent créer leur activité de consultant et qui ne savent pas toujours un petit peu par quoi je commence, qu'est-ce qu'il faut faire. Toutes les questions qu'on a vues là, c'est des sujets que moi, vous êtes nombreux à me questionner régulièrement. Et donc, du coup, j'ai décidé d'accompagner un premier groupe d'une dizaine de personnes pour aider cette équipe à franchir le pas et à devenir consultant, ou en tous les cas, de les aider vraiment à finir de réfléchir. Et comme c'était, je vous cache pas, 3 mois vraiment extra que j'ai passé avec eux, et on a vraiment bossé le sujet à un moment où c'était encore un peu exploratoire dans mon esprit.
voilà, j'ai créé un programme que je suis en train de finaliser et que je vais proposer, je pense, en début d'année prochaine. Je vous ai mis dans le chat le lien de cette liste d'attente. Merci Rachida d'être déjà inscrite. Vous êtes en effet près déjà de 70 personnes qui ont manifesté de l'intérêt pour ce programme. Bon, je me suis laissé un peu dépasser par la charge de travail que j'avais largement sous-estimée, mais je suis en train de mettre les bouchées doubles pour terminer avant la fin de l'année et en tout début d'année. Et en priorité pour ceux qui sont inscrits sur la liste d'attente, je viendrai présenter un peu comment je peux les accompagner avec un programme qui va allier des vidéos, du contenu, des documents et du live et des retours d'expérience, comme vous venez de le faire, parce que du coup, c'est ça qui nous fait grandir en se disant, bah, tiens, ça m'intéresse, je vais le faire, ou ça, moi, je le sens moins. Et puis du coup, comme dit Romain, bah, on apprend des uns et des autres pour se construire son dispositif. Super vraiment pour vos échanges. J'ai plein de retours là dans le chat. Merci à vous deux. Eh bien, écoutez, continuez à nous suivre. Vous pouvez reprendre une activité normale, comme on le disait à l'époque sur une certaine chaîne cryptée. Et puis, restez curieux, restez attentif à ce qui se passe. Il y a plein d'opportunités, même si quelquefois on a le sentiment que c'est un peu bouché. Et vous en êtes tous les deux des preuves. Et on est content aussi, Romain, que tout aille mieux de ton côté. Ça, c'est le petit clin d'œil. Allez, grand merci à vous deux. Bonne suite. Et le replay du premier webinaire en live, je pense qu'il sera en ligne mardi sur les réseaux dès que j'aurai fini mon shooting photo. Merci à vous et à très bientôt. Merci à au vous. revoir. Au revoir.